Depuis plusieurs mois, plusieurs banques ont fait faillite aux États-Unis. Pour parler de cette finance et de ce système bancaire qui semble ne rien avoir appris depuis la crise des subprimes, nous avons invité un banquier qui s'auto-désigne sous le terme de banquier du réel. Nous recevons Raphaël Rossello. Donc Raphaël Rossello, bonjour. Vous autoproclamez banquier du réel. Alors c'est intéressant de vous recevoir parce que on se disait que la finance avait compris après les subprimes qu'il y avait eu BAL 1, BAL 2, BAL 3 et que plus jamais il ne pourrait y avoir de problème avec les banques. Et là, depuis 6 mois, on constate à nouveau des faillites bancaires, et puis pas des petites banques, même si ce ne sont pas encore des banques systémiques, des banques américaines essentiellement, qui se retrouvent en faillite avec quand même des menaces sur les fonds de leurs clients. Comment c'est possible ? Alors, d'abord, merci de m'inviter sur votre chaîne, dont je dois dire, j'aime bien la tonalité et j'aime bien le sous-jacent, on va en reparler. Concernant la situation d'aujourd'hui, en fait, et c'est un peu mon dada, c'est que le monde bancaire n'a pas anticipé l'inflexion du système qui, de mon point de vue, n'est pas liée à la guerre en Ukraine, etc., mais est une inflexion qui remonte à 30 ou 40 ans. Je m'explique. L'Occident a connu une période d'expansion économique, politique, sociale, littéraire, scientifique incroyable pendant à peu près 200 ans, entre la machine à vapeur et la fin des 30 Glorieuses, et nous a donné le sentiment que ce processus, que l'on appelle le progrès avec un grand P, serait quasi éternel. Alors des écologistes, c'était le Club de Rome, des sociologues, des politiciens, Schumpeter pour le capitalisme, etc., disent à un moment ou à un autre, ça va s'infléchir et on risque de connaître des choses différentes. Bon. Mais tout ça a été passé, je dirais, de façon anecdotique dans la mesure où, ben non, le mécanisme était là et semblait pouvoir se perpétuer pour toujours. Donc, moi, je pense que la première inflexion d'ordre économique s'est située entre la fin des 30 Glorieuses et moitié des années 80, première étape, et que la deuxième, face à cette réalité non anticipée, on a créé à partir, et là je suis de plus en plus précis, je dirais dans les mois qui ont suivi la crise de 1987, le 19 octobre 1987 a été une journée horrible, monstrueuse, en fait la pire dans l'histoire du capitalisme boursier. Okay. Et donc, dans les mois qui ont suivi, la volonté consensuelle, je ne crois pas trop au complot, mais la volonté consensuelle, un peu universelle, était de dire comment fait-on pour compenser et éviter ce genre de risque. Et là, on est rentré dans un processus qui s'est accéléré dans les 10-20 dernières années, qui a été d'accorder des largesses au crédit sous forme de liberté donnée aux banques, qui sont en fait, elles, les créatrices de la monnaie, aux banques commerciales, de pouvoir en émettre, je dirais presque autant qu'elles le voulaient, et avec des taux d'intérêt qui n'ont cessé de baisser. Taux d'intérêt nominaux, et donc, même si l'inflation était faible, taux d'intérêt réel négatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'on a donné à ce moment-là à tout l'univers que je côtoie, puisque je suis le lien entre l'économie réelle, c'est-à-dire celle des entrepreneurs, et l'économie financiarisée, celle du monde de l'investissement, on a créé un effet de bulle. Mais quand je dis ça, mes camarades disent bah oui, ça a toujours existé. Et moi, je leur dis non, ce qui n'a pas existé, c'est l'ampleur de la décorrélation. Et là, nous sommes face à quelque chose d'unique
de mon point de vue, dans l'histoire de l'humanité. Je dirais que 29, en termes de pourcentage par rapport à la création de richesses réelles, mais c'était un enfantillage par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, au moment où, pour des raisons qui me sont apparues mais évidentes, c'est que quand vous créez une inflation monétaire, et même si je n'aime pas les néolibéraux, le néolibéralisme dit l'origine de toute inflation, elle est monétaire. Bon. Donc, à partir du moment où on a créé une surabondance de monnaie, dans des conditions les plus appauvrissantes possibles, mais les plus enrichissantes pour mon modèle, qui est fondé sur la dette, on est rentré dans un processus euphorisant. Freud dit que le pognon est un euphorique, je le crois. On a créé un monstre, et quand les taux se sont inversés, le monde bancaire, et notamment celui qui est tout autour du cœur de notre système depuis 20 ans, qui est la Silicon Valley, cœur sur le plan sociétal, sur le plan libertarien, enfin bon, il y a tout un tas de raisons. Innovation, je dirais servitude volontaire des êtres à l'égard de tous nos outils digitaux. Anyway, dans ce centre, ce foyer de création et d'innovation, eh ben, on a continué comme si de rien n'était. Ah non, parce que pour les matheux qui nous observent, quand vous passez d'un taux sans risque à 0 nominal à 3, et que vous calculez la valeur d'une entreprise, donc d'un actif, vous le réduisez dans des proportions phénoménales. Donc, ce tissu bancaire s'est trouvé tout d'un coup dans une rupture entre les moyens qui étaient à sa disposition et la contrepartie en valeur de ce qu'elle traitait. Les Américains, de ce point de vue-là, ont été hyper rapides. En un week-end, ils ont réglé le problème. Et je pense que les États-Unis... L'État américain a accepté de payer, puisque l'État américain tous les comptes ont été soldés, alors Absolument. que normalement les garanties étaient de $250 000 par compte. Absolument, absolument. Non, et ils sont... Et ce qui a inquiété, dans ma communauté, ça a inquiété énormément de gens pendant ce week-end, en disant qu'il risquerait d'y avoir un effet domino monstrueux si effectivement je ne me souviens plus de combien de milliers de dollars américains étaient passés en pertes et profits. Bien. Les États-Unis d'Amérique, qui restent, quoi que les gens disent à propos de la Chine, etc. Non, les États-Unis d'Amérique restent le moteur de l'économie mondiale, encore aujourd'hui. Bien. Or, ce pays a un avantage considérable, c'est la possibilité d'émettre de la monnaie dans des proportions qui ne tiennent plus à la rationalité. Alors ils sont en train de se faire un peu peur là sur le plafond de la dette, etc. Comme toujours, il y aura un compromis à minuit moins 5 pour éviter le défaut. Alors je vais vous dire, parce que s'il y a effectivement défaut le 1er juin au soir, on va éteindre les lumières, parce que les conséquences vont être absolument... À chaque fois que ça arrive, les fonctionnaires ne sont pas payés pendant un mois et puis après ça repart. Ça repart. Bon. Donc, alors effectivement, on joue à se faire peur, mais bien. Mais, indépendamment de ça, les États-Unis ont cet atout considérable, et même si les BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil essaient de créer une alternative, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à Bangkok en ayant faim avec un billet d'$1, vous allez survivre. Parce que n'importe qui va vous prendre le true money, le green paper. Donc, c'est une force absolument considérable qui est liée, c'est la première puissance militaire au monde, c'est la première puissance intellectuelle, c'est la première puissance en matière de normes, de contrats commerciaux, etc., etc., etc. Donc,
il reste dominant, ça reste un empire, et qui a ce droit hors norme de créer de la monnaie. Donc les États-Unis peuvent, pendant un certain temps, s'en sortir par de la création monétaire. Même si on parle de resserrement de la politique monétaire du fait de la montée des taux. Donc, oui, c'est une alerte, mais je ne pense pas que le problème, sauf ce qui s'est passé avec Lehman, bien sûr, mais ce n'est pas tellement là que je vois le problème arriver. On y reviendra, mais je voudrais juste avoir des précisions sur comment ça peut arriver. Vous avez parlé de matheux qui nous regarderaient. On sait qu'il y a beaucoup de mathématiciens dans les banques. L'école de mathématiques française est adorée par les banquiers à la City, mais aussi aux États-Unis. Et donc effectivement, ce calcul de j'ai des bons du Trésor qui me rapportent 0,5 et il se trouve que 2 mois après, les mêmes bons du Trésor rapportent 3%, donc les miens ne valent plus rien, ou en tout cas ne seront pas acceptés. Ils ne sont pas complètement idiots, ils sont tous doublement polytechniciens, c'est une blague, mais comment ça se fait qu'on ne prévoit pas ça? Parce que le prévoir, c'est admettre qu'il y a un risque. Mais ce n'est pas le métier du banquier de prévoir les risques? Non, le métier du banquier, c'est... Alors, quand on parle du banquier, quand moi je dis je suis un banquier du réel, je suis ce qu'on appelle un banquier conseil ou un banquier d'affaires. Je vis dans une étroite relation avec des banquiers de dépôt et de crédit qui ont une approche totalement différente. Moi, c'est la valeur de la matière que je crée ou que je change. Eux, c'est la valeur du crédit, donc de la monnaie qu'ils créent. Et puis de l'autre côté, c'est le monde de l'investissement. Donc, vous avez des banquiers en charge de l'investissement, des banquiers en charge de l'intermédiation, c'est mon job, et des banquiers en charge du crédit. Mais il y a eu, pendant 35 ans, une communauté d'intérêt entre nous tous, et qui a d'ailleurs entraîné tous les métiers de service liés au corporate, avocats d'affaires, comptables, cabinets de stratégie, etc. etc. Donc, ce paradigme financier a séduit nos élites, parce qu'il nous donnait le sentiment, mon père était un matheux et un physicien, mais on voyait son état de jubilation quand effectivement en travaillant sur un problème, il trouvait une solution mathématique. Il y avait une vraie satisfaction. Bon. Encore fallait-il qu'il la démontre vis-à-vis de ses pairs, etc. Mais il y avait un vrai acte de création du néant. Donc quand en plus, cette mathématique, pendant 35 ans, elle est liée à de la création de valeur, donc de l'enrichissement et donc de son enrichissement même, vous avez toutes les conditions requises pour que cette fascination perdure et s'amplifie. Donc, admettre cette simple loi qu'en passant de 0,5 ou 0 à 3, il y a une dérivée qui va faire mal, je ne veux pas l'admettre. Et si vous regardez les commentaires de vos confrères, qu'est-ce qu'ils observent tous de la BCE, de la BOJ, etc. C'est, est-ce que nous allons rentrer dans la phase pivotale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que nos grands trésoriers internationaux vont admettre que l'inflation, allez, ça y est, c'est un phénomène qui est rentré dans l'ordre, et donc on va assister à une baisse des taux. Pourquoi? Pour revenir au cas de figure antérieur. Donc effectivement, il y a des dégâts, etc. Toute la logique planétaire aujourd'hui est de considérer que l'inflation liée au Covid, à la guerre en Ukraine, au dysfonctionnement de la chaîne logistique dans des proportions monstrueuses, ça va s'arrêter. Donc, vous, les foyers français, anglais ou allemands, n'allez pas demander des augmentations de salaire parce que ça va s'arrêter. Donc, n'entretenez pas le processus de l'inflation. Ne créez pas vous-même le processus de l'inflation. On va donner des ristournes, des chèques énergie, des chèques machin, etc. Surtout pour que l'idée de l'inflation sorte de nos esprits et que l'on puisse revenir tranquillement à ce qui s'était passé avant.
revenir au mandat des banques centrales. Moins de 2%. Ouais. Pour les Américains avec la Fed, pas d'emploi, enfin le plein emploi. Et pour les Européens, d'autres obligations. Mais c'est vraiment les 2%, il faut revenir aux 2%. Ouais. Donc en fait, la règle de la Banque centrale va aller au-delà de tout le reste. Oui, oui. Alors, même si la réalité n'est pas celle-là. Non, mais parce que, et en fait, c'est cette décorrélation entre la réalité et ce que j'ai vécu, ça fait chic de le dire, mais sur les trottoirs de Madison Avenue il y a 22 ans, 23 ans, où je ne comprenais pas que mes camarades ne voient pas la décorrélation qu'il y avait, il y a déjà 22 ans, entre la valeur des dot-com et la valeur de l'économie réelle. Bon. Mais la majorité de mes camarades disaient « Mais pourquoi ça te soucie ?» Je dis « Mais ça me soucie parce que moi j'aime bien comprendre le monde dans lequel je suis. » De ce point de vue-là, je suis peut-être un peu con, mais c'est rassurant de... Ah mais non, regarde les bonus, les machins, les trucs, etc. Donc, effectivement, on a été emporté, on a été grisé, on est rentré dans une ivresse collective qui fait que tes questions ne sont pas intéressantes. Et je m'aperçois d'ailleurs que mes mêmes camarades continuent de me le dire, en disant « mais non, tu vas voir, l'inflation sera réglée, donc pivot, on va passer de 5% aux États-Unis à 4 puis à 3. Allez, on va encore souffrir un an et demi, mais on va continuer, le manège va recommencer. » D'ailleurs, les bourses ont anticipé, puisqu'on n'a jamais vu des indices aussi hauts ces derniers temps. Oui, mais mes camarades boursiers de ma génération, qu'est-ce qu'ils me disent? Alors là, déjà, on ne comprenait plus tellement bien ce qui se passait depuis une dizaine d'années, mais alors, en ce moment, on ne comprend rien. Plus un trader ne regarde un bilan. Mais c'est fini ça. Oui, mon bon monsieur, mais vous êtes un conservateur rétrograde. Alors, en plus, justement, on joue sur cette touche. Et c'est là où elle devient pernicieuse et dangereuse. En disant ça, vous et moi, nous ne sommes pas des hommes de progrès. C'est très grave. Parce que, au nom d'une légitimité de ce que serait le progrès, entre guillemets technologique et financier, j'ai le droit de commettre n'importe quoi. C'est de l'expérimentation, c'est de l'itération. Oui. Je le fais une fois, ça ne marche pas, je le fais une deuxième fois, ça ne marche pas. Mais... Absolument. Non, mais vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Et comme effectivement, et ce n'est pas que le cas de la France, hein, les élites qui gouvernent, qui sont pétries de ce néolibéralisme que moi, libéral, je n'aime pas. J'adore le libéralisme de départ, hein, sur la vraie liberté individuelle. C'est un économiste comme Bastiat, dont je réentendais une émission l'autre jour, lui pensait qu'effectivement le libéralisme fait qu'il y aurait un équilibre entre les salaires et le profit. Et c'est ma conviction, c'est que pour qu'une industrie, pour qu'une économie tourne et s'épanouisse, il faut qu'il y ait un équilibre. Or, cet équilibre a été rompu depuis, selon les pays, 10, 15, 20, 30 ans. Il y a un enrichissement par les mécanismes du capital au détriment du travail. Bon, d'où tous les problèmes qu'on connaît. Alors, on a vu avec l'émission énorme de masse monétaire depuis la fin des subprimes, hein, en fait, qu'il y a eu des générations de bulles. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'argent qu'il a fallu inventer des choses pour placer cet argent. On pourrait même imaginer que les crypto-monnaies ont permis d'éponger une grosse partie de la masse monétaire en surplus. Mais pour moi, c'est une certitude. J'ai eu le malheur sur une chaîne concurrente de la vôtre de dire il y a 2 ans et demi qu'une crypto, j'avais été piégé par votre camarade qui m'avait dit « mais qu'est-ce que vous pensez de la crypto ?» Et j'avais dit « c'est un billet de Monopoly ». Bon. En fait, je suis rentré à fond dans le sujet, j'y suis encore, et autant je crois
réellement à une tokenisation de certains types d'activités liées à la blockchain, autant je dis que la crypto, j'avais raison, c'est un billet de Monopoly. Mais si ce billet de Monopoly, c'est le cas du Bitcoin, il est échangé entre 200 millions de personnes sur Terre, il finit par avoir une valeur. Hein, il y a une masse. Bon. Par contre, toutes les petites cryptos dans lesquelles vous trouvez tout le temps des articles disant « ça va être le Bitcoin des années 2100 », etc. Non, ça je ne peux pas y croire. Mais, et vous avez totalement raison, elles ont totalement bénéficié de cette surabondance de cash qui devait s'investir. Et on les retrouve où? L'industrie du luxe, l'art moderne. Bon, je reconnais qu'il y a de temps en temps, pas l'art moderne, l'art contemporain. D'accord? Alors, que le petit caniche de Kunz vaille, parce qu'il n'est pas tout à fait fuchsia doré, mais il est bleu, machin, vaille 5 millions de dollars. Ok, mais bon, d'accord. Mais je veux dire, on peut rentrer dans du grand n'importe quoi parce que l'on a créé, et je dis le on, malheureusement j'y ai contribué, un effet de virtualité. N'oublions pas, 1985, dans les allées de Wall Street, cette phrase d'un conseiller du président de l'époque qui disait « Perception is reality ». Eh bien, 40 ans plus tard, oui, la perception est devenue la réalité. Et quand on est dans ça, eh bien, on est dans du théâtre, on est dans un décor. Donc si vous croyez dans le décor et dans la pièce où vous faites vous-même l'acteur, le spectateur, le régisseur, le costumier, etc., ben vous finissez par y croire. Oui, vous finissez par être aligné, comme on dit. On finit par être aligné avec les intérêts des autres. Bon. Et comme ça arrange à merveille les dirigeants politiques, eh ben c'est « mais mon gars, traverse la rue, crée ta start-up et tu vas faire fortune ». Je peux vous dire, moi, en tant que conseil, mais c'est un bain de sang, ces aventures. Alors pour rencontrer quelques chefs d'entreprise du monde réel, de l'industrie, de la petite industrie, ça les agace de voir ces gens qui créent des startups et qui lèvent des millions quand eux, ils vont voir leur banquier qui refuse de leur faire un prêt. Et donc ils se disent, mais pourquoi moi, je ne passe pas par cette case-là, quoi. Il y a des mots fétiches dans mon univers, c'est le terme de l'equity story, ou le storytelling. C'est dans quel rêve me fais-tu rentrer? Et si ce rêve correspond à celui de Steve Jobs, de Zuckerberg, enfin bref, s'il a des héros, alors j'y crois. Je ne peux pas échapper à ma règle, c'est de parler de 30 secondes de Tesla. Tesla, en tant qu'entreprise, quand on regarde son bilan, ses perspectives, etc., ne vaut pas, d'après moi, 5% de sa capitalisation boursière d'aujourd'hui, qui a déjà baissé de 40%. D'accord ? Mais par contre, Elon Musk est considéré par des centaines de millions de gens sur Terre comme un être capable, lui, de transformer le plomb de ses batteries, qui ne sont pas en plomb, en or, voire en diamant, voire en quelque chose de fantastique. Et donc, la valeur de son groupe est aujourd'hui tirée par sa personne, par le fait qu'il continue de dire « dans 10 ans, j'emmènerai des humains sur Mars ». Et là, vous avez des nouveaux croyants, vous avez une nouvelle foi qui est de dire « mais c'est lui qu'il faut écouter ». Ce n'est pas tous ceux qui, comme on est en train de le faire, analysent la réalité. C'est triste, c'est emmerdant. Bon. Mais en réalité, il donne ainsi un outil à ceux qui vont les manipuler. Or, je suis un démocrate acharné. J'aime pas qu'on manipule. C'est pas bon pour la cohésion sociale. Mais donc,
il y a eu un alignement entre cette finance qui se dit on va pivoter, donc on va revenir à la case d'avant, et un politique international qui, à Bruxelles, à la BCE, à la Fed, etc., dit ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas pour ma dette, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord ? Et là est l'inquiétude, c'est que, et je suis en train de travailler avec des profs d'économie sur toutes les raisons objectives qu'il y ait, il y a un mot que j'aime bien, une résilience de l'inflation. Alors elle ne va peut-être pas monter à 10 sur 20 ans, non, c'est pas ça. Mais à partir du moment où il y a des raisons, il y a des raisons de déflation, clair, mais il y a des raisons notamment au niveau des salaires, au niveau du coût des matières premières, enfin bref, il y a des raisons objectives de se dire l'inflation d'aujourd'hui risque de rester longtemps à un niveau qui justifie les 3% d'intérêt, de taux d'intérêt. Or, si on justifie les taux d'intérêt à 3%, alors je peux vous dire, dans l'effet domino, tout l'immobilier financiarisé, titrisé, est-ce que c'est dans 6 mois, dans un an et demi, va rencontrer de vrais problèmes au niveau de la planète, va entraîner le secteur de l'immobilier, en termes de construction, etc., ce qu'on sort déjà un petit peu, mais c'est pas trop grave, va donc entraîner la partie industrielle qui est en proximité de l'immobilier et peut avoir à ce moment-là des effets sur la valorisation du reste des actifs. C'est un des schémas. Et je vous remercie une nouvelle fois de m'inviter parce que je considère que l'homme peut toujours s'adapter à une situation désagréable si tant est qu'il a le temps. Il y a cet actif-là, l'or, qui, on est en avril, est en train de quasiment battre des records. Alors que la bourse est aussi très élevée. En général, c'est plutôt une valeur contracyclique, donc c'est quand tout va mal que l'or va bien. Et là, l'or va très bien. Alors, c'est pas un jugement de valeur, c'est l'or est très haut, pardon. Et donc, pourquoi? Parce que ça veut dire que on sait bien que le cours de l'or, il est quand même aussi très lié à l'or papier, puisque c'est une partie du cours de l'or est établie par la bourse de New York ou de Chicago. Donc ça veut dire que les traders achètent aussi de l'or, finalement. Est-ce qu'eux aussi sont en train de se prémunir ou est-ce qu'ils sont en train de diversifier leur portefeuille Alors, l'or qui est un sujet absolument passionnant, pour tout un tas de raisons, enfin, bibliques avec le veau d'or, etc. D'abord, ayant eu quelques intrusions dans ma vie professionnelle dans l'industrie, l'or est un matériau incroyable, hein, puisqu'on peut arriver à le façonner quasiment au niveau de sa dimension atomique. Donc on peut le travailler dans des conditions absolument incroyables. Ma chère et tendre épouse a une pièce d'or qu'elle arbore de temps en temps dans un collier qui a 2200 ans. Elle est rigoureusement identique il y a 2500 ans. Mais rigoureusement. Donc, on a un métal qui, effectivement, ne se corrompt pas. Alors que l'argent se corrompt un peu, etc. Donc, il a des spécificités chimiques, physiques, qui sont quand même très exceptionnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que depuis la rupture de la convertibilité du dollar en or, Bretton Woods, où un conseiller, je ne sais plus si Nixon avait dit le dollar est notre monnaie et c'est votre problème. Et 50 ans plus tard, il a toujours raison, le gars. Bon. C'est que le marché de l'or a été cadenassé. Il a été cadenassé parce que, pour les élites dont on a parlé tout à l'heure, il faut que le bon peuple continue de croire
dans la valorisation de ces actifs abstraits. Il ne faut surtout pas qu'ils reviennent au réel. Parce que si on revient au réel, ça veut dire que nous, les gestionnaires du donjon dans lequel il y a le trésor, le donjon risque de se retrouver dans sa cave, hein, ou le trésor du donjon risque de se retrouver dans sa cave. Donc comment faire pour l'éviter? Eh bien, d'une façon très très simple, c'est éviter par tous les moyens que le symbole de cette éventualité ne monte. Donc aujourd'hui, il y a une forte pression sur la demande, de précaution, clair, mais qui est compensée par le fait qu'effectivement, les bourses sont de nouveau au zénith, avec des petits ajustements, etc. Mais si vous regardez la courbe, depuis des semaines, elle descend, puis elle remonte tout de suite, elle descend, elle remonte tout de suite. On est sur une espèce de seuil, de plateau. D'accord ? Donc en réalité, c'est simplement le fait qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui s'intéressent, qui se préoccupent de voir ce que j'aime appeler des signaux faibles, qui ne deviennent pas si faibles que ça. Voilà. Qui deviennent forts. Qui deviennent forts. Voilà. On parlait des banques américaines, c'est un signal fort. Mais quand je tiens mon discours, la majorité de mes contradicteurs disent « Oui, mais si tu regardes aujourd'hui, il ne se passe rien. » J'ai dit « Mais justement, prenez l'avantage sur votre vie de vous dire si jamais ce que je dis s'avère vrai en septembre 2023 ou en septembre 2024, tu auras, toi, ta famille, etc., anticipé et préparé cette éventualité. Alors tu vas simplement me dire qu'il faut que je revienne devant vos caméras au moment où ça va se déclencher, mais à ce moment-là, il sera trop tard. Donc, ma confiance est de vous dire, préparez-vous à ce que, j'aime bien mon idée là tout d'un coup, du trésor du donjon qui, parce qu'il y a le feu en dessous, tombe à la cave, et qu'à ce moment-là, toutes les règles de vie commune qui s'accrochent au trésor qui est dans le donjon vont changer. Il est là le sujet. Alors, je crois que l'or, comment dirais-je, nous avons, nous les artisans, les ingénieurs financiers, avons créé de la survaleur. Ce que l'or n'a pas su faire. Parce que justement, l'or est réel. L'or est plat, finalement, puisqu'il va suivre... En plus, il est plat. Oui, en fait, ce sont les monnaies qui... Absolument. Exactement. Absolument. Ce sont les monnaies qui vont exprimer la faiblesse de leur monnaie par rapport à l'or. Mais surtout, c'est que comment dirais-je, refusant d'admettre le réel, il fallait impérativement que la valeur surnaturelle, irréelle, soit supérieure au réel. C'est en train de changer, et là où effectivement l'or ne sait pas créer de la valeur, sous réserve de votre remarque, tout à fait judicieuse, est par contre un moyen de le conserver. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez physiocrate. Alors les gens vont dire, ah, bah alors c'est ça, il revient au XVIIe siècle, c'est bien ce qu'on disait, c'est un vieux con, il n'a pas compris le progrès moderne. Je dis non, physiocrate, la principale des richesses, c'est la terre. Or, aujourd'hui, qui achète de la terre en Patagonie? C'est des Chinois, c'est des Singapouriens. C'est-à-dire ceux qui sont à la pointe du progrès technologique, etc., eux sont conscients du fait que la première des valeurs, c'est la terre. Bon. La deuxième, c'est la pierre qui est sur la terre. Et la troisième, ce sont les métaux et ou les matières premières réelles qui vont venir à manquer. Je ne sais plus si c'est avec vous qu'on parlait hors antenne du phénomène du cuivre. La capacité d'extraction du cuivre est arrivée à peu près à son max. Bon. Toute l'industrie
des loisirs. Netflix, s'il n'y a pas de cuivre pour que l'électricité passe dans leur studio, dans le machin, souffre. Il faut du cuivre. Eh bien, le cuivre peut faire partie de ces éléments actifs sur lesquels vous allez pouvoir asseoir votre patrimoine de demain. L'eau potable. Aujourd'hui, les sources d'eau dont on sait qu'elles ont des réserves qui peuvent résister à la sécheresse, etc., prennent une valeur réelle. Et là encore, ce sont des grands spéculateurs qui achètent. Donc, je pense, mais nous, c'est vrai, nous n'y sommes pas parce que les gens ne veulent pas l'admettre, mais il va y avoir un phénomène d'accélération, c'est que quand on va voir que, bing, le trésor du donjon a déjà pété un étage, dans quoi je vais mettre mon argent? Parce que j'ai fait fortune grâce à ça, mais dans quoi je vais le protéger? L'or est incontournable. Et les banques centrales, certaines banques centrales en achètent beaucoup en ce moment en plus. Absolument, absolument. Parce que il y a... moi, j'ai été très marqué dans les semaines qui ont précédé l'explosion des subprimes. Je dînais, là aussi ça fait très chic, mais je dînais à New York dans le bistrot du musée d'art moderne avec un des vieux banquiers de Wall Street et qui nous disait « Non mais alors, le monde est devenu fou, certes, on va vers une tempête, mais là où le monde est devenu complètement fou, c'est qu'il y a une feuille de chou qui dit, donc c'était il y a 14 ans, 15 ans, l'once d'or devrait être à 10 000 $. Il y a 14 ans. Ricanement, avec une morgue de... Mais qui est le con qui a pu écrire un chiffre? Surtout qu'à cette époque-là, l'once d'or devait être plutôt à 800 $. Oui, absolument. Absolument. Donc c'était un rapport 10. Bon. Mais en réalité, c'est parce que déjà, à l'époque, il y avait une conversion toute bête, qui était de dire, si on retourne à l'étalon or, allez, on s'amuse pendant une minute, à quel prix devrait être l'once d'or pour refléter la vraie économie? Alors ça, c'est un débat qui revient très souvent, puisqu'il y a des gens qui sont pour le retour à l'étalon or et qui disent que ça serait un des moyens d'arrêter la surenchère monétaire. Sauf que là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, avec la masse monétaire existante, il n'y a pas assez d'or dans les banques centrales. Ça passera jamais. Non. Sauf à mettre l'once d'or à 10 000 $. Ouais. C'est ça la réflexion de ce. Ou peut-être à 100 000, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul. On n'a pas fait le calcul. Mais, alors, je pense qu'on ne reviendra pas ni à la calèche ni à la bougie. Okay, ça, il vaudrait mieux, parce que là, on aurait vraiment eu un gros problème. Oui, oui, absolument. Bon. Mais, sous réserve de ce préalable, je pense que le vrai progrès de demain, avec un grand P, pas l'innovation, non, le vrai progrès, c'est-à-dire celui de l'être humain, va passer par des compromis entre le passé récent et le passé plus lointain. Je parlais de la Terre. Si on veut nourrir de façon non polluante notre population mondiale, c'est la terre. Un des gros problèmes de l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est que ce sont parmi les terres les plus fertiles d'Europe qui sont actuellement sous les bombes. Donc, oui, la terre, l'immobilier qui est sur cette terre, à condition qu'il soit beau, bien placé, la phrase de Hilton, location, 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 elle est vraie partout. Et la troisième, c'est qu'est-ce que je mets dans ma cagnotte? Et je pense que dans sa cagnotte, on pourra continuer de mettre des actions sur des valeurs qui sont très prometteuses sur le futur. J'en connais, dans des biotech, dans des medtech. Il n'y a pas que des choses monstrueuses, il y a des choses tout à fait passionnantes. Et des actifs. Le problème, c'est de savoir dans quelle pondération, comment les construire. Je crois que justement,
votre chaîne est affiliée à un groupe qui réfléchit sur des façons de créer de la valeur liquide sur des actifs tangibles et notamment sur l'or. Voilà, ce sont ces réflexions qui vont nous sortir de l'ornière. Vous avez une autre réflexion qui va dans ce même sens, c'est que vous pensez qu'il faut qu'on retrouve des repères ou des étalons pour arriver à se réancrer dans le réel. C'est ça votre idée. C'est-à-dire qu'il faut sortir du délire collectif et revenir vers des repères réels ou des étalons ou des mesures. Merci de me lancer là-dessus. En fait, qu'est-ce que je constate depuis 40 ans? C'est qu'il y avait, je dirais, le capitalisme de papa qui était le capitalisme industriel et des services liés à l'industrie. Bon. Et alors, est-ce que c'est né il y a 30 ans? Peu importe. Il y a quelques décennies est arrivé ce que certains appellent le capitalisme cognitif. Google. Okay. Dans les règles du capitalisme industriel, d'où la force de l'Allemagne, de l'Italie du Nord, des pays qui ont encore un tissu industriel qui est 2 fois plus fort que le nôtre, en pourcentage, 2 fois, c'est pas mineur, c'est que dans ces métiers-là, qu'est-ce qu'on trouve? La rigueur, l'effort, la contrainte et l'étalon. Et l'étalon, qui est un étalon métrique, qui est un étalon du joule, du watt, du degré Celsius, qui sont des étalons. Bon. Et on construit cet univers sur des contraintes et des étalons. Tout. Et puis dans le cognitif, on tombe plus dans le subjectif, dans le permissif, dans le libertarien, et on voit très très bien les gens qui sont, je dirais, proches du secteur industriel et des services proches, et tous ceux qui sont dans cet univers, mais qui représentent, je veux dire, le loisir digital représente aujourd'hui 50 milliards, 100 milliards, enfin je ne sais plus. L'industrie de l'attention, on appelle ça aussi. Oui, de l'attention. Comment on arrive à prendre l'attention des gens et vendre ça. De l'expérience. Je travaille avec des gens dans l'événementiel qui me disent « Non, il faut que les gens maintenant connaissent une expérience. » Bon. Donc, dans cette industrie-là, mais qui est celle qui aujourd'hui a le pouvoir? Tesla. Je reviens là-dessus. C'est le côté cognitif, c'est le côté intelligence artificielle et voiture autonome qui fait sa valeur, sa valeur extravagante. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une batterie et 4 roues, hein. Non, c'est pas ça. Et dans cette économie-là, la notion d'étalon, c'est un peu flexible, quoi. Comme les horaires de travail, je veux dire, tout est un peu flexible. D'où le fait que cet univers, quand je leur parle d'étalons, mais ça sert à quoi? Et je leur dis, mais ça sert à plein de choses. C'est que quand vous, dans cet univers, vous rentrez chez vous ce soir, vous allez vous laver les mains, vous allez ouvrir votre robinet, vous allez avoir de l'eau courante. Vous imaginez toutes les contraintes qu'il faut pour que vous ayez de l'eau courante. Les centaines de milliers de gens qui, eux, se lèvent à 5 heures du mat pour aller ouvrir les vannes, etc. Non? Vous considérez que c'est là. Non. Il y a de la rigueur, il y a du volume, il y a de l'étalon. Bon. Vous allez allumer votre éclairage électrique, même chose. Enfin, tout ce qui vous permet d'avoir une vie, je l'espère, agréable, c'est parce que des gens sont dans la contrainte et l'étalon. Donc, effectivement, on a créé le vrai étalon dans le capitalisme, c'est la capacité pour une entreprise de générer du cash libre. Point barre. Or, quand je vois que Tesla, vous allez me dire que je suis obsédé, mais c'est parce que c'est le symbole, est estimé, je n'ai pas fait le compte aujourd'hui, mais à 40 ou 50 ans de profit futur, mais on parle de quoi? D'accord? Donc, on a perdu l'étalon pour Tesla, alors que, chose étonnante, on le garde pour Mercedes. Parce que Mercedes ne fait pas rêver de façon cognitive. Et c'est en cela où je crois, sincèrement, que l'or,
qui ne redeviendra pas l'étalon monétaire, mais peut être un étalon pris en compte dans une gestion macroéconomique ou microéconomique de bons pères de famille. On y revient à celui-là. On va conclure par peut-être vos prévisions, on va dire à court terme. Alors, vous avez parlé de septembre 2023-2024, évidemment, comme après on vous dira, bah, vous aviez dit en 2024. On me le dira sûrement. Donc, mais, donc ne datons pas si vous voulez, mais pour vous, à quoi il faut s'attendre et qu'est-ce qu'il faut mettre en place très rapidement pour éviter de subir ce qui pourra arriver? Alors j'ai quelques dadas là-dessus. À partir du moment où le moteur de l'économie mondiale a été la dette bon marché, va être réduite et plus chère, ça veut dire que le modèle de croissance qui n'était que tiré par la dette, hein, c'est mon premier point de départ dans mon livre, hein, va se trouver inversé. Et quand je dis inversé, c'est qu'elle va, c'est-à-dire, alors je sais que j'ai choqué, mais je me suis bordé avec des hommes de chiffres. N'oublions pas que sans la dette, quoi qu'en dise Monsieur le maire, sans la dette, la France ne connaîtrait pas de croissance depuis 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une récession occultée depuis 40 ans. Je ne pense pas qu'on soit très nombreux à dire ça. Et comme cette remarque apparaît complètement farfelue pour l'immense majorité des gens qui m'écoutent, je répète, si vous enlevez le taux de déficit en France, aux États-Unis, en Angleterre, des déficits moyens sur les 40 ans, nous serions en récession. C'est-à-dire qu'on reviendrait à 40 ans en arrière. Ça, on l'a occulté, on l'a maquillé, on est rentré dans mon théâtre, hein. Perception is reality. Donc les gens disent, ben non, ce que tu dis n'est pas vrai, puisque on annonce croissance d'1%, etc. Je dis, ben oui, mais... Une croissance financée. Mais c'est une croissance qui est financée, donc elle n'est pas réelle. Bien. Et quand on finance par de la dette, la valeur de l'actif, lui, peut s'ajuster, mais pas la dette. La dette, tu me dois mon pognon. Bien. Donc, je ne vois pas comment nous pouvons, en Occident et bien entendu en France, échapper à une inversion de la situation antérieure. Concrètement, c'est-à-dire que nous soyons non plus dans une récession ou, je déteste le mot de décroissance, cachée, mais qu'elle soit réelle, ou qu'on soit à zéro, à longue période. Ça change tout. Ça veut dire que les plans d'équipement, ça veut dire que les politiques d'investissement, etc., vont se réajuster, hein, il y a un effet accélérateur, vont se réajuster sur cette nouvelle réalité. Bien. Ou les impôts vont augmenter. Ou les impôts vont augmenter. Ou une inflation fait que... Enfin bref. Moi, je dis deux choses. Pardon. Ça me paraît... On est passé du possible au probable. Et à partir du moment où on passe au probable, c'est que la probabilité devient appréciable. Et cette probabilité, effectivement, je vais peut-être me faire attaquer, je ne vois pas comment elle ne va pas redevenir vraiment réelle dans les 18 mois qui viennent. Bien. À partir de ce moment-là, vous allez avoir des tensions. Et ce sont celles-là qui m'inquiètent. Parce que vous allez avoir des tensions déjà au niveau des familles. Étant donné que le père de famille, déjà qui n'arrive pas à s'en sortir aujourd'hui, devrait être contraint de dire à ses enfants, les vacances de cet été, ça ne va pas être 15 jours, ça va être 8 jours. Ah oui, mais mes copines, ouais, d'accord, vont être obligées de dire, tu sais, ton abonnement sportif ou ton abonnement... au portable. Le portable. Bon, là, c'est fini. C'est fini. Mais, oui, mais on peut réduire son forfait. D'accord? Ce qui veut dire qu'on peut moins chatter, etc., etc. Enfin, je veux dire, déjà, là, vous allez avoir des
des zones de friction. Vous allez l'avoir au niveau de la ville, dans la mesure où le quartier des riches, la supérette qui est dans le quartier des riches est mieux approvisionnée que le pauvre. Peut-être envie d'aller foutre un pavé dans la vitrine pour prendre les pommes ou les steaks qui y sont. Parce que quand on a faim, alors les gens vont dire, mais non, c'est ce qui crépite un petit peu partout. Hein. Mais pour le moment, voilà, avec le chéquier de la France, on fait des chèques. Mais il peut y avoir ça. Si vous êtes préparé à cette éventualité, ça veut dire que vous allez vous-même intégrer, sans à la limite changer trop de choses, mais vous allez intégrer cette éventualité. Et quand vous avez intégré cette réalité, l'être humain a cette capacité de s'adapter. Donc, je crois beaucoup au phénomène d'être préparé. Maintenant, il y a le problème du patrimoine. Et c'est là où on retrouve les vertus, notamment de l'or, qui est un conservateur de patrimoine. Donc, ce n'est pas lui qui va vous permettre de l'enrichissement, mais c'est lui qui va vous permettre, en partie, de le conserver. Donc, mon message, il est là. Il est de dire, tant qu'il n'y a pas de guerre nucléaire, tant que les niveaux de sécheresse qui nous sont annoncés, et qui sont un énorme problème, pour dans les 50 ans qui viennent, ne sont pas une réalité, il y aura de la vie, donc de la joie, mais gardons cette joie pour nous préparer simplement à affronter quelque chose dont et les politiques et les élites nous ont demandé de ne pas nous en préoccuper pour nous amener dans le monde virtuel. Oui, sachant qu'on en a bien profité aussi. Certains. Certains, oui. Peut-être pas tout le monde. Pas tout le Mais monde. en tout cas, cet argent, il a été injecté aussi à un moment donné dans la vie réelle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que les gens s'en aperçoivent pas. Bien sûr, bien sûr. Non, alors ils s'en aperçoivent pas, c'est-à-dire qu'il y a tout l'écosystème dit du patrimoine qui, lui, vit très, 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 très bien. D'accord ? Et puis, il y a tout l'écosystème qui vit du travail qui, lui, souffre. Et il y a l'écosystème Los Olvidados, dont je parle parce que ce film m'avait marqué quand j'étais gamin, les oubliés, qui, eux, sont complètement en bas. Ce que les statistiques américaines appellent les discouraged workers, les travailleurs découragés. Ils ne vont même plus au chômage. Ils se font arracher les dents. Ils ont pas de quoi... les sans-dents. Et ceux-là sont des millions, même dans les pays occidentaux, pour ne pas dire des dizaines de millions. Donc, oui, on a l'image qu'on est dans le confort. Si on n'est que dans le travail, on commence déjà à souffrir. Et si on est dans les oubliés, et c'est là-dessus, je dirais de façon très cynique, et là j'en veux aux politiques, se dire oui, mais alors ceux d'en bas, de toute façon ils sont anesthésiés, donc ils ne vont pas se révolter. Ils ne vont pas se révolter tant qu'il y a quand même un petit peu de porosité, il y a des miettes qui tombent, hein, comme les... Vous savez, ces tableaux de Bruegel où on voit le riche opulent marchant et puis les chiens qui bouffent les miettes. Bon. Si le chien n'a pas ses miettes, il va vous mordre. Donc, faisons attention, protégeons notre patrimoine, hein, ne soyons plus trop dans l'augmentation du patrimoine, mais dans sa préservation. Et puis, prenons la vie telle qu'elle vient. Hein.